Bonjour Mehdi, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée et ravie. Il y a 3 ans maintenant, je découvrais le coaching. Je ne savais pas avant que ça existait sous la forme sous laquelle je l'ai découvert ensuite. Et je ne savais pas que moi aussi, je pouvais accéder à cette forme de guidance formidable. Pour moi, en fait, c'était réservé à une élite, en fait, tu vois, les gens qui avaient les moyens, et c'est tout. Et puis, je me suis lancée. Et quand j'ai commencé à mettre en place des programmes dans lesquels je transmettais des choses qui me tenaient vraiment à cœur au sujet de l'abondance, eh bien, mon coach à l'époque, Charles Droire, m'a demandé si je tenais toutes ces choses de toi. Et la vérité, c'est que non, je ne te connaissais pas et je n'avais jamais entendu parler de toi. Mais cette question est revenue par d'autres. Alors j'ai fini par y voir un signe et je suis venue voir ce que tu proposais. Et franchement, dès la première masterclass, je me suis tout de suite sentie connectée à toi. J'ai tout de suite aimé ton énergie, j'ai reconnu des mots, je me sentais bien, j'étais comme à la maison. Alors, eh bien, j'ai choisi 2 de tes accompagnements et je te remercie du fond du cœur pour ça, pour les paliers que j'ai franchis à tes côtés. Et c'est pour ces raisons aussi que je suis honorée que tu aies accepté cette interview. Alors, Mehdi, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un coach minimaliste business, pardon, tu es un coach business minimaliste. Est-ce que tu voudrais nous expliquer en quoi cela consiste ? Bonjour Nadège, merci pour ton interview, merci de m'avoir invité à ton interview. Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, être un coach minimaliste, c'est aller à l'essentiel et enlever tout ce qui est superflu dans une activité. Donc moi, par exemple, dans mon business, j'ai simplement une liste email de quelques centaines de personnes et un profil Facebook. Et c'est comme ça que je fais depuis des années. J'ai aussi une chaîne YouTube qui comptabilise 100 abonnés. Et pour moi, être un business coach minimaliste, c'est avoir un business qui soit épuré, qui soit comme on est en fait. Et si toi, tu es plus extravagante et que tu aimes avoir beaucoup de choses, eh ben, tu peux aller dans cette direction. Moi, j'adore le minimalisme. J'aime quand les choses sont simples à comprendre, quand elles sont sobres, épurées. Et donc, c'est pour ça que je me suis créé un business à mon image. Ok, tu dis être spécialisé dans le positionnement marketing. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est et en quoi est-ce que c'est important ? Alors oui, je suis spécialisé dans le positionnement marketing. Pour moi, c'est quelque chose qui englobe énormément de choses dans le marketing, dans un business. Et en fait, pourquoi je suis spécialisé dans le positionnement ? Parce que c'est quelque chose qui m'a tellement bloqué, sans que je le sache. Quand j'ai commencé en étant coach de vie, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à attirer plus de clients, à me faire connaître sur les réseaux, à être plus visible, à vendre mes services plus facilement sur Internet, alors que le bouche-oreille fonctionnait plutôt bien. Dans mon cabinet, j'étais dans le 16e arrondissement, j'avais des clients réguliers qui venaient. Mais dès qu'il s'agissait d'aller sur Internet et de trouver des clients, eh ben, j'avais du mal et je comprenais pas pourquoi. Et donc, je testais des choses, je testais la publicité, je testais les posts Facebook, je testais les podcasts, le fait d'envoyer des mails, etc. Et ça prenait pas. Et je comprenais pas qu'est-ce qui bloquait, qu'est-ce qui faisait que j'arrivais pas à attirer les clients que je voulais. Et en me formant, en expérimentant, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que je bloquais dans mon business, eh ben, je me suis rendu compte que c'était en fait un problème de positionnement. Et le positionnement, c'est quoi ? C'est comment on arrive à prendre sa place dans le marché et comment aussi on arrive à expliquer ce que l'on fait à d'autres personnes. Par exemple, quand je vais parler de positionnement d'un message, eh ben, c'est comment est-ce qu'on arrive à finalement articuler la valeur de ce qu'on apporte en termes d'offres, comment on arrive à l'expliquer à des gens qui ne nous connaissent pas encore. Et quand j'ai appris à faire ça, quand j'ai appris à positionner mon expertise dans un marché qui en ont envie, et que j'ai appris à expliquer correctement comment je pouvais aider d'autres personnes, et ben là, mon activité de life coach, en fait, elle a passé un cap et j'ai réussi enfin à obtenir des clients haut de gamme sur Internet avec une toute petite audience. Et donc là, ça m'a littéralement débloqué, ça m'a littéralement ouvert de passion depuis plusieurs années sur le positionnement marketing. Et pour moi, aujourd'hui, le positionnement, c'est beaucoup plus large que ça. C'est à partir de quel espace est-ce qu'on fait les choses ? À partir de quel espace est-ce qu'on va agir dans son business ? Comment on va se positionner intérieurement pour
écrire un post, par exemple. Comment on va se positionner intérieurement quand on va communiquer avec un prospect? À partir de quel espace est-ce qu'on agit? Et donc, pour moi, le positionnement, c'est finalement quelque chose qui englobe pas mal de choses dans le business. Et d'après ce que j'ai pu voir de ton parcours, tu as commencé le développement personnel très jeune. Quel âge avais-tu? Effectivement, j'ai commencé par le développement personnel. J'ai commencé quand j'avais 14 ans à m'intéresser au développement personnel, donc fin collège. Et je me suis pris de passion par ça. Jusqu'au lycée, où j'ai décidé d'écrire un premier livre qui recense un peu mes connaissances. Donc c'était un peu un défi personnel pour moi de faire ça. Et dès la première, donc au lycée, j'ai organisé mes premières conférences et ateliers sur l'auto-hypnose et la transformation intérieure. Et à la base, je le faisais juste par passion, j'avais juste envie de partager des choses, de communiquer. Et il s'avérait que j'ai réalisé que je pouvais gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Et de là, en fait, ça a été un déclic pour moi. J'ai réalisé que je pouvais gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Et comme l'école, c'était pas mon truc, je me rappelle, j'étais en classe scientifique. Mon objectif, c'était juste d'avoir le bac et de me lancer à temps plein. Et c'est pourquoi, dès le bac, je me suis lancé dans mon activité de coach. Et ça a tout de suite marché. J'ai très rapidement vécu de mon activité parce que je savais déjà ce que je voulais faire, comment j'allais le faire. Et surtout, je sentais que c'était ça, en fait, ma voie. C'était de coacher les gens, d'être une personne qui accompagne d'autres personnes sur l'élévation de la conscience, sur le fait d'évoluer, sur la transformation intérieure. Donc, j'ai commencé en tant que coach de vie. Et les premières séances que je les faisais dans un hôtel à Paris, simplement en payant la consommation. Puis, après quelques mois, j'ai commencé à avoir un premier cabinet dans le 9e arrondissement, à Opéra. Puis ensuite, j'ai changé une nouvelle fois pour être à la Tour Montparnasse. Ensuite, j'en ai eu un troisième où j'étais dans le 16e arrondissement, tout près de l'Arc de Triomphe. Donc là, je suis resté à peu près 1 an et demi, 2 ans dans ce cabinet. Et ensuite, j'ai encore changé. J'adore changer, j'adore voyager. Donc j'ai changé, j'étais ensuite dans le 9e, tout près du 1er. Et après, j'ai décidé, durant la crise du coronavirus, de devenir digital nomade. Donc j'ai travaillé en voyageant, j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai traversé l'Europe, j'étais en Asie, j'étais aux îles Canaries. Et j'ai commencé à travailler en voyageant. Et c'était un énorme kiff pour moi de faire ça, parce que j'adore voyager, j'adore découvrir de nouveaux endroits. Et pour moi, mon business, je le dis souvent, c'est une plateforme pour grandir, évoluer et partager au monde. Et voilà, mon business, c'est pas quelque chose que je dois pousser, où je dois dépenser du temps, de l'énergie pour avoir de l'argent derrière. Non, c'est quelque chose qui vient m'élever personnellement, c'est quelque chose qui vient me développer intérieurement et qui me permet aussi de contribuer au monde. À quoi ressemblait ta vie avant le développement personnel et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine finalement? Alors, à quoi elle ressemblait ma vie avant le développement personnel? J'ai envie de dire que je me sentais mal, frustré, mal dans ma peau, mais c'est un discours qu'on entend trop souvent. Et je dirais que c'est pas forcément la réalité à 100%, parce qu'aujourd'hui encore, j'ai des moments de frustration. Notre vie, elle devient pas miraculeusement belle et magique grâce au développement personnel. Je pense qu'on vit toujours des phases de down, des phases de haut. Et donc, avant le développement personnel, déjà, je dirais que j'avais moins confiance en moi, je me cherchais, j'avais beaucoup de questions, j'avais pas les réponses. Et véritablement, je me rappelle que j'avais un problème de communication, j'avais un problème pour lire, pour écrire. Et je sentais que j'avais pas ma place, en fait, dans ce monde, parce que je connaissais pas mes talents, mes dons, je savais pas pourquoi est-ce que j'étais fait, en fait. Et donc, je me cherchais, je me sentais perdu dans le brouillard. Et le développement personnel m'a permis de faire cette introspection, de connaître ma forme d'intelligence, là où j'étais bon, parce que à l'école, j'étais souvent dernier de la classe, j'avais pas des bonnes notes, et je comprenais pas pourquoi, je pensais que j'avais un problème, je pensais que j'étais débile et que j'allais pas réussir ma vie, que j'allais jamais accomplir de grandes choses, parce que mes professeurs m'ont toujours dit ça. Et donc le développement personnel m'a ouvert en fait un nouvel horizon où j'ai réalisé que oui, j'avais une forme d'intelligence peut-être différente des autres personnes, que oui, je pouvais accomplir de grandes choses, que oui, je pouvais faire ce que j'aime dans la vie,
sans avoir à suivre le chemin traditionnel, métro, boulot, dodo, payer une maison, avoir un jardin, un chien. Et donc, moi, ça m'a vraiment ouvert les possibilités. Là où avant, le développement personnel, j'étais, on va dire, manipulé, où j'étais restreint dans les possibilités par rapport à ce que je voyais, de ce que mes professeurs me disaient, de ce que je voyais de mon entourage, de ma famille, de mes amis. Et donc là, j'ai réalisé, grâce au développement personnel, que je pouvais m'épanouir, je pouvais emprunter la voie qui me correspond, je pouvais m'élever, partager au monde et suivre ma voie et être épanoui, en fait, sans avoir besoin de l'école, même si j'ai réussi à avoir un master, sans avoir besoin d'être bon à l'école, sans avoir besoin de suivre les recommandations de mes professeurs ou de mes parents. Je pouvais en fait suivre la voie de mon âme. Et depuis ce jour-là, en fait, depuis que j'ai découvert le développement personnel, je suis passionné de ça. Ça fait maintenant plus de 10 ans. Et je continue de travailler sur moi, de m'élever, d'évoluer, de partager. Et c'est quelque chose qui me nourrit profondément depuis plusieurs années. Quelles ont été tes premières sources d'inspiration? Les personnes qui t'ont donné envie de plonger dans cet univers du développement personnel et plus spécifiquement dans l'univers des lois de l'attraction. Première source d'inspiration, je me rappelle, c'était Christian Godefroy. Je le découvre, j'étais encore au lycée. Et au travers de ce personnage, en fait, je découvre déjà l'hypnose, l'auto-hypnose. Et pour moi, c'était une révélation. Et j'ai réalisé qu'on avait un potentiel infini en nous, qu'on a un subconscient qui a accès à beaucoup plus d'informations que le conscient, qu'on pouvait accéder à cette intelligence innée qui répare nos cellules, qui nous fait tenir en équilibre, qui nous fait digérer, qui fait battre notre cœur. Et Christian Godefroy, en fait, m'a ouvert à cette perspective-là, m'a ouvert au fait qu'on a tous ce potentiel infini à l'intérieur de nous, et il m'a aussi ouvert au business en ligne. C'est grâce à lui aussi que j'ai découvert le copywriting, donc le fait d'écrire, de créer des textes de vente. Et pour moi, c'était un véritable mentor. Il est aujourd'hui décédé, et il restera à jamais gravé dans mon cœur, dans mon esprit, parce qu'il m'a permis vraiment de voir au-delà de ce que je voyais quand j'étais au lycée. Il m'a permis d'accéder à un champ des possibilités qui était beaucoup plus grand que ce que j'avais à l'époque. Donc pour moi, c'était vraiment une première grande étape dans mon développement personnel. Et concernant la loi d'attraction, j'avais vu le film Le Secret, le fameux film sur la loi d'attraction. Je l'ai vu c'était en 2000, je pense que c'était en 2012, quelque chose comme ça. Et pour moi, ça a vraiment marqué un tournant dans le développement personnel, dans mon développement personnel, parce qu'il m'a énormément intrigué. Il m'a poussé à comprendre véritablement comment fonctionnait cette loi. Et j'ai compris qu'il y avait vraiment beaucoup de bullshit dans ce livre. Il y avait aussi beaucoup de choses vraies qui étaient mal comprises. Et c'est ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances sur ce sujet. Donc, en 2016, j'ai notamment rencontré Joe Dispenza à Paris, dans lequel j'ai fait ces séminaires. Joe Dispenza m'a beaucoup influencé, m'a permis de comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le corps. Et il y en a eu plein d'autres qui m'ont permis de comprendre véritablement comment fonctionne la loi d'attraction. Mais je dirais que le premier déclic, ça a été de voir ce film-là. Je connaissais pas du tout les lois d'attraction. Et donc, le film Le Secret m'a permis de m'ouvrir à ça. Puis après, j'ai découvert l'auto-hypnose peu de temps après. J'étais encore lycéen quand je découvrais tout ça. J'étais encore en seconde. Et voilà, c'était pour moi le début de quelque chose de merveilleux. Je voyais un peu de la magie dans cette fameuse loi d'attraction, quelque chose de miraculeux. Alors au début, je pensais avoir tout compris sur la vie. Puis après, j'ai eu plein d'échecs. Je comprenais pas pourquoi cette loi ne fonctionnait pas sur moi. Et après, j'ai compris à mieux l'utiliser. J'ai compris qu'il y avait plein de choses qui sont juste fausses sur cette loi. Il suffit pas juste de penser pour attirer les choses à soi. C'est pas comme ça que les lois universelles, elles fonctionnent. Et donc, en étudiant vraiment en profondeur sur un plan scientifique, énergétique, spirituel, les lois métaphysiques de l'univers, aujourd'hui, c'est ma passion depuis plusieurs années, et j'ai compris comment vraiment en tirer parti, comment
s'élever personnellement grâce à cette loi-là, comment contribuer, comment réaliser en fait la vie de ses rêves. Tu as l'air de t'intéresser à beaucoup de choses et d'avoir vraiment un parcours hors norme. Personnellement, moi, je te vois vraiment comme un génie. Est-ce que tu voudrais nous parler de ton parcours d'études? Alors, concernant mon parcours, merci pour cette question. Concernant mon parcours, on me demande souvent cette question. On me pose souvent cette question. J'ai un parcours assez chaotique dans le sens où j'ai jamais été vraiment bon à l'école. J'ai été dans un collège catholique privé. J'étais tout le temps dernier parce que le niveau était trop haut pour moi. J'étais souvent dans les derniers, quoi, et j'étais pas passionné par l'école. Ça m'ennuyait, je voyais pas l'intérêt. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était soit les jeux vidéo, début collège, et fin collège, c'était de me découvrir, d'apprendre, de commencer à apprendre. C'était en troisième sur la psychologie. Moi, c'était vraiment la psychologie en troisième qui m'a beaucoup attiré. Donc, j'ai eu un bac scientifique. Après le bac, j'ai exercé mon activité de coach pendant plusieurs années. Ensuite, suite à une recommandation d'une personne, j'ai fait une VAE, ce qu'on appelle une validation des acquis, pour intégrer une école de coaching qui délivre un diplôme reconnu par l'État, un master en coaching. J'avais envie de faire ça, c'était un peu un défi personnel. Et en 2019, j'ai pu obtenir mon diplôme de coach. Donc c'est un master. Donc la VAE, en fait, elle permet de faire un master, mais comme j'avais pas de licence, je pouvais pas faire de master, donc j'ai dû passer par un long processus fastidieux pour prouver mes compétences, que j'étais bon en coaching pour intégrer le master sans avoir besoin d'une licence. Et donc après 2 ans, j'ai pu obtenir un master en coaching reconnu par l'État. Mais entre nous, ce diplôme-là, en fait, il m'a pas vraiment aidé en coaching. C'était juste un défi, c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer. J'avais envie d'explorer l'aspect académique du coaching. Ce qui m'a aussi permis de réaliser que j'ai pas vraiment appris grand-chose. J'ai plus appris de mon expérience, des formations en autodidacte que j'ai suivies sur le coaching, mais j'ai aussi gagné un réseau. J'ai aussi gagné une certaine forme d'autorité, même si je me sers jamais de ce diplôme-là. Je le montre pas. Je m'en sers pas pour avoir des clients. Je le mets pas en avant sur mes réseaux, mais c'est quelque chose que je garde sous le coude, qui pourrait me servir aussi à l'avenir. Concernant mon parcours, ce que j'ai pas mentionné, c'est que je me forme énormément, en fait. Depuis la troisième, j'ai investi énormément, plus de 200 000 euros dans mon développement professionnel et personnel, au travers de formations, de rencontres, de mastermind, de coaching. Et c'est ça qui m'a le plus appris, en fait, avec mes expériences de coaching, avec mon expérience de vie. Et donc, quand je paye une formation, ça me permet de gagner énormément de temps, énormément tout simplement de temps d'expérience, en fait. Et c'est ça qui m'a le plus appris sur mon activité, le fait d'investir constamment dans mon business et dans mon développement personnel. Est-ce que tu t'es déjà senti limité dans ta vie à cause, entre guillemets, de ce super pouvoir de multipotentiel, encore une fois, entre guillemets, parce que je ne sais pas si c'est comme ça que tu te qualifies. Et finalement, quand est-ce que c'est devenu un atout ? Alors, si je me suis déjà senti limité à cause de mon super pouvoir de multipotentiel, alors clairement, oui. Clairement. Alors moi, je pense pas être multipotentiel dans le sens où j'aime bien être focalisé sur les choses. Je sais que les gens qui sont multipotentiels, ils peuvent pas rester sur une même chose. Moi, j'y arrive quand même. Je dirais plus que je vais être, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais haut potentiel, dans le sens où je vais énormément, ce qui va vraiment me limiter, moi, dans mon cas, ça va être le fait de beaucoup réfléchir, d'être beaucoup cérébral, de suranalyser les choses, d'avoir du mal, par exemple, à prendre une simple décision au supermarché, par exemple. Et là, je vais saturer quand je suis au supermarché ou quand je suis face à un menu ou face à simplement plein de choix. Et là, je vais saturer, ça va me prendre énormément d'énergie. Mais paradoxalement, quand je dois prendre une décision importante dans ma vie ou dans mon business, ça, j'ai pas de mal. Mais pour prendre un produit au supermarché, quand il y a plein de choix, c'est là que je vais saturer, que je vais me sentir en fait facilement envahi. Je vais souvent être irrité par les bruits en fait autour de moi, par l'excès de stimulation, qu'elle soit visuelle, kinesthésique ou auditive. Et donc pour moi, ça a été vraiment un handicap jusqu'au fin collège.
Et parce que j'ai pas réussi à me servir de cette intelligence-là, de cette forme d'intelligence-là qui est différente, qui n'est pas supérieure, mais je pense différente du mode de fonctionnement, entre guillemets, normal de la population, des autres personnes, parce que les personnes au potentiel, qui sont atypiques ou au potentiel, elles sont une minorité, en fait, par rapport au mode de fonctionnement normal d'un individu. Et moi, j'ai vraiment réussi à en tirer parti quand j'ai monté mon business. Mon business, en fait, il est bâti sur cette force-là. Il est bâti sur ma force de caractère et ma personnalité et mes forces innées. Donc, j'ai réussi à bâtir un business model, une façon de créer des offres qui m'inspirent, une façon de communiquer sur mes offres qui me correspond. Donc, en fait, j'ai vraiment adapté tout mon business model à ma façon d'être. Et là, ça a vraiment changé les choses. Dans mon business, je pourrais en parler des heures de comment est-ce que je m'y suis pris, comment j'organise mon business, mais ça prendrait vraiment des heures. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un business qui me va comme un gant et qui s'adapte à ma forme d'intelligence. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai des résultats. C'est parce que j'ai adapté mon business à qui je suis et pas l'inverse. Parce qu'avant, je faisais beaucoup l'inverse. Au début de mon activité, j'essayais beaucoup de m'adapter et je comprenais pas pourquoi ça bloquait. Et petit à petit, les choses, en fait, elles ont évolué. Et encore aujourd'hui, c'est pas un travail qui est fini. C'est un travail qui est constant, en fait, d'adapter son business model à qui on est. Ok, merci beaucoup pour ces belles réponses. À quoi ressemble une journée de Mehdi Baher? À quoi ressemble une de mes journées d'entrepreneur? Eh ben, une journée type chez moi, c'est je me lève le matin quand j'ai envie de me lever, sans réveil, ça c'est vraiment cool. Le matin, je travaille pas. En tout cas, je vais pas faire de choses que je considère comme étant du travail direct. Le matin, je vais prendre du temps pour méditer, pour lire. Avec ma tasse de café, je vais réfléchir, parfois prendre des notes, écrire des choses, développer des idées, des concepts. Je vais me former. Je vais prendre du temps pour moi, pour penser. Et donc tous les matins, c'est ce que je fais depuis des années. Lire, me former, méditer, écrire, prendre du temps pour moi en fait, et pour mes proches. Ensuite, je commence à travailler vers 13-14 heures l'après-midi. Généralement, je vais travailler sur mes programmes payants, soit faire une vidéo, soit créer la structure, soit répondre à des messages de clients. Je vais aussi répondre à des messages de prospects qui me contactent, qui veulent en savoir plus sur mes activités, sur mes services, qui veulent s'inscrire, qui veulent des liens de paiement. Donc généralement, je le fais début d'après-midi. Je vais aussi répondre à certains mails importants. Je vais ensuite généralement faire 1 à 3 séances de coaching l'après-midi. Et ensuite, je vais créer une pièce de contenu pour les réseaux, un contenu écrit ou vidéo, peu importe. Ensuite, en fin de journée, je vais soit me balader, soit faire autre chose en lien avec mon business. Il faut savoir que je travaille entre 2 et 5 heures chaque jour. Parfois, ça peut être 0, parfois, ça peut être plus, parfois, ça peut être moins. Mais en moyenne, c'est ça. Et en fin de journée, je vais manger en fin de journée. Il faut savoir que je ne mange pas pendant que je travaille. Je mange, quand j'ai fini, en fait, je fais une sorte de jeûne intermittent. Donc, je mange vers entre 17 et 20h30, quand j'ai fini vraiment ma journée de travail. Et c'est ce qui me permet aussi, moi, d'être focalisé, d'être concentré sur ce que je fais. Et en fin de journée, soit je vais faire une activité sociale, soit je vais rencontrer des amis ou faire du sport, aller dans un spa ou me détendre. Voilà. C'est à ça que ressemblent mes journées aujourd'hui. Waouh, ça donne envie. Tu parles beaucoup d'abondance et d'argent. Qu'est-ce que l'argent représente pour toi et pourquoi c'est important pour toi de pouvoir en créer de plus en plus? Alors, qu'est-ce que l'argent représente pour moi? Pour moi, l'argent, elle représente la liberté et le pouvoir. Le pouvoir dans le sens où on a plus de choix dans la vie quand on a plus d'argent. L'argent nous ouvre à plus de possibilités. On a le choix.
Par exemple, aujourd'hui, j'ai le choix de travailler ou non le matin grâce à l'argent. Si j'étais ric-rac, si je pouvais pas me le permettre, je le ferais pas, par exemple. J'ai le choix de travailler 2 à 5 heures par jour. J'ai le choix de pouvoir voyager n'importe quand dans l'année, quand je le veux. J'ai le choix d'acheter des vêtements parce qu'ils me plaisent, sans avoir besoin d'attendre les soldes ou le Black Friday. Donc pour moi, l'argent, c'est ni plus ni moins qu'un amplificateur de pouvoir et de liberté. Maintenant, la matière, et l'argent fait partie de la matière, en fait, ça n'a pas le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. Elle a juste la capacité d'amplifier qui on est. Elle n'a pas la structure énergétique pour nous donner quelque chose qu'on n'a pas. Donc, l'argent, en fait, elle va juste faire une sorte d'amplification de notre identité, de notre personnalité. Elle va juste révéler un peu plus notre part d'ombre et notre part de lumière. Donc pour moi, l'argent, c'est juste un amplificateur au même titre que tout dans la matière. Au même titre que la santé, au même titre que le fait d'avoir une belle voiture, au même titre que les relations. Donc tout ça, ça va juste amplifier qui on est. Et pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir plus ? Je ne pense pas que c'est important d'en avoir plus, je pense que c'est important d'en avoir suffisamment, déjà, et de sentir que on contribue au monde. Aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est plus ma source de préoccupation principale. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est évoluer, c'est grandir, c'est partager. Et l'argent, c'est une conséquence de ça. L'argent, c'est une conséquence de ma façon de contribuer à un marché, de partager et de m'élever aussi personnellement, parce que je sens que plus je grandis, plus je fais un travail intérieur sur moi, et plus l'argent en arrive facilement dans mon monde. Parce que je débloque des choses, j'évolue en conscience, j'attire de nouveaux clients d'une façon différente et l'abondance vient plus facilement à moi. Dans une journée, tu dirais que combien d'heures sont consacrées au coaching pur, à tes rendez-vous, et combien d'heures sont consacrées aux autres domaines de ta vie, par exemple tes hobbies, l'amour, ton habitation, ta famille, le sport. Bon, évidemment, tu peux répondre en pourcentage approximatif, hein. C'est pas, c'est pas une chasse aux horaires précis, quoi. Alors, dans une journée, je dirais que, en termes de séances de coaching, j'en fais pas tous les jours. Aujourd'hui, je fais que du coaching pour du mentorat high level, principalement. Donc, ça va pas plus d'1 à 3 séances par jour. Parfois, j'ai pas de séance de coaching et c'est vraiment bien. Donc, et concernant mon activité, 2 à 5 heures par jour en moyenne, parfois plus, parfois moins. Et c'est important pour moi d'avoir du temps pour moi le matin, pour ma famille, pour faire du sport régulièrement. J'en fais 2 à 4 fois par semaine. Et c'est comme ça que je trouve un équilibre de vie. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé un équilibre de vie qui me permet d'être créatif, de me sentir inspiré, de produire des choses, d'avoir du recul. J'ai aussi des journées où je vais plus avoir la casquette de CEO ou de directeur, où je vais, par exemple, aller à un café. J'adore travailler parfois dans des cafés. Et je vais simplement prendre du recul sur mon activité, prendre de la hauteur et prendre des choix stratégiques, de me poser, me demander, par exemple, qu'est-ce que je vais déléguer, qu'est-ce que j'ai envie d'implémenter comme nouvelle stratégie. Je vais prendre des choix, en fait, qui sont stratégiques. Et il y a des moments où je vais plus être en mode exécutant, des moments où je vais plus être dans un mode de management. Donc j'ai souvent ces changements-là dans mon activité. Par journée, je vais prendre par exemple une demi-journée pour avoir cette casquette de CEO. Puis le lendemain, je vais plus implémenter des choses sur un plan technique. Donc c'est ça aussi qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on s'ennuie jamais en fait. Merci beaucoup encore pour cette réponse vraiment exhaustive. Là, je voudrais aller sur un autre terrain. Dans un de tes enseignements, j'ai pu entendre avec bonheur que tu te ressources beaucoup en te connectant à ce que certains appellent l'univers, d'autres lui donnent d'autres noms, évidemment. Est-ce que ça a toujours été comme ça pour toi ? Est-ce que c'est hérité de ton éducation ? Ou bien est-ce que tu as considéré cette connexion finalement au grand tout plus tard, au fil de ton chemin de développement personnel et spirituel ? Alors c'est une question très très intéressante. J'adore tes questions. Celle-là, je pense que c'est la plus profonde
de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que moi, mon développement spirituel, il a été influencé par un guide spirituel que j'ai rencontré il y a 6 ans maintenant, qui est guide spirituel soufi. Et ça, j'en parle quasiment pas, en fait. C'est la première fois, je pense, que j'en parle dans un podcast. Et c'est ce guide spirituel, cet enseignant spirituel, ce maître soufi, qui m'a initié à tout ce que je connais de plus profond et puissant sur la spiritualité. Non pas sur un plan intellectuel, parce que j'avais déjà plein de connaissances sur un plan livresque, mais plus sur un plan subtil intérieur, en fait, sur un plan de l'âme. Et ça fait 6 ans, comme je l'ai dit, que j'ai vraiment eu un shift, un changement sur le plan spirituel. Et je pense que déjà, il y a eu un héritage de par mes parents, surtout grands-parents, je pense, à ce niveau-là, sur le plan spirituel. Et je pense que j'ai simplement activé quelque chose qui était déjà présent en moi. Et voilà, cette connexion au grand tout, pour moi, c'est ce qui régit ma vie, c'est ce qui guide ma vie, tout simplement. C'est cette connexion au divin, c'est cette connexion à la source qui représente aujourd'hui, pour moi, le sens suprême de la vie. Pour moi, le but suprême de la vie, c'est réintégrer notre identité humaine à notre identité divine. Et quand on arrive à cette intégration-là, c'est un processus, c'est jamais terminé. Pour moi, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. C'est pour moi le sens de la vie. Pour moi, le sens de la vie, c'est pas gagner plus d'argent, c'est pas réussir dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas non plus avoir plein de copains, plein de copines. Non, pour moi, le but de la vie suprême, c'est de connaître qui on est vraiment, de connaître notre vrai soi, cette illimité qui est en chacun de nous, ce trésor, cet amour divin infini qui a en chaque être. Et quand on s'ouvre à cette source-là, quand on connaît cette source à l'intérieur de nous, et en fait, on a accès à la connaissance suprême, on a accès à notre vrai potentiel, notre potentiel divin, notre potentiel illimité. Et pour moi, c'est le sens de la vie. On conspire tous, on aspire tous à cette connexion, on aspire tous, de façon consciente ou inconsciente, à nous élever spirituellement au travers de la matière. La matière, c'est un moyen qui nous permet aussi de nous élever, un support qui permet à notre conscience de grandir sur le plan spirituel. Et pour moi, c'est ça le but suprême de la vie. Pour moi, quand je me lève le matin, ma raison d'être, c'est pas de gagner plus d'argent, c'est pas de faire un nouveau programme, c'est pas de réussir à atteindre un objectif tangible. Pour moi, le but suprême, le sens dans ce que je fais, dans tout ça, pour moi, c'est me connaître le divin, connaître cet être suprême qui est en chacun de nous, le grand tout, l'unité. C'est de réintégrer notre partie humaine à notre partie spirituelle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise au niveau spirituel, il y a une vraie crise. Les gens ne savent plus qui ils sont, on ne sait plus qui on est. On est complètement déconnecté de notre spiritualité au travers de toutes les technologies qui existent aujourd'hui, au travers de la matière qui n'a cessé de grandir ces dernières décennies, ces dernières années. Et pour moi, aujourd'hui, ma raison d'être, c'est ça. C'est évoluer vers la source et expandre ma conscience vers l'infini. Merci Mehdi infiniment pour ces réponses profondes, magnifiques, authentiques. Merci beaucoup d'avoir accepté d'aller sur ce terrain-là. On va peut-être encore plus alléger, parce que parler de spiritualité, c'est très léger. Mais là, on va aller sur un autre terrain, c'est quels sont tes 3 plus grands kiffs dans la vie ? Alors, mes 3 plus grands kiffs dans la vie, je dirais que c'est... Comme ça, là, ce qui me vient, ce serait de lire des choses qui m'inspirent. Avec un petit café, réfléchir à des choses, prendre des notes, développer de nouveaux concepts. Ça, j'adore. J'adore. Lire quelque chose qui m'amène sur une autre idée, qui m'amène à développer un concept innovant. Ça, j'adore. En deuxième kiff, je dirais que c'est rencontrer des gens qui sont
vraiment atypiques, des gens bizarres qui vont à l'encontre des codes sociaux, qui vont à l'encontre de la société, des gens qui ont vraiment des idées tranchées sur la vie, des idées auxquelles je peux ne pas être d'accord, mais des gens qui ont une façon de penser radicalement différente de la plupart des gens. Ça, j'adore. Ça peut être dans n'importe quel milieu, politique, social, spirituel, peu importe en fait. Et j'ai pas forcément à être d'accord, j'adore comprendre comment les gens pensent en fait. Qu'est-ce qui amène une personne, par exemple, à penser d'une façon extrême, à penser d'une certaine façon. Ça, j'adore. Et le troisième kiff, je dirais, c'est comprendre les lois de la vie, les lois de l'univers. Comprendre comment l'univers fonctionne, observer autour de moi et comprendre qu'est-ce qui régit l'évolution d'un arbre, d'un être humain, d'un atome. Comprendre qu'est-ce qui régit l'abondance financière. Comprendre qu'est-ce qui fait qu'une personne arrive à vivre une vie qui l'épanouit, qu'est-ce qui fait qu'une personne n'arrive pas à se sentir épanouie dans sa vie. Donc toutes ces lois, tous ces principes immuables de l'univers, pour moi, les étudier, les comprendre et les appliquer, ça fait partie d'un de mes plus grands kiffs dans la vie. C'est où le plus bel endroit que tu as visité sur la planète? Alors, le plus bel endroit que j'ai visité sur la planète, alors visuellement, je dirais, gastronomiquement parlant, je dirais c'est la Jordanie, j'ai adoré. J'y étais en février dernier, j'ai adoré ce pays, c'est tellement beau à voir, il y a tellement de choses. Culinairement parlant, c'est super bon. Je conseille à tout le monde d'y aller. J'avais plein de préjugés sur ce pays, je pensais que c'était dangereux, je pensais que c'était très dangereux, pas sécure d'y aller. Et quand j'y suis allé, c'était tout l'inverse. Donc j'étais vraiment étonnamment surpris. J'avais simplement envie de voyager, j'avais envie de chaleur, de découvrir le monde, d'explorer le monde. J'adore explorer le monde. Ça fait partie aussi d'un de mes grands kiffs dans la vie. Et pour moi, la Jordanie, c'était une très très belle découverte. Ça donne envie. Je t'avoue que j'ai regardé de travers aussi récemment les voyages en Jordanie et j'avais vraiment envie d'aller voir, tu vois. Mais ok, très bien. Donc je prends note de ce que de ton partage et ça va me pousser à regarder d'un peu plus près. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors si j'ai des frères et sœurs, oui, j'ai 2 frères, un petit et un grand. Un qui va avoir 15 ans et un autre de 29 ans. Ok. Et est-ce que tu te sens proche de ta famille? Alors si je suis proche de ma famille, c'est une très bonne question. J'ai jamais été vraiment proche de ma famille dans le sens où j'ai toujours été un peu le mouton noir en fait dans ma famille. Celui qui est un peu bizarre, différent, perché. Et donc je pense surtout à cause de ça, j'ai jamais été proche. Même si j'ai une bonne entente, même si je les aime profondément. Je me suis jamais senti vraiment proche, peut-être à part avec mon petit frère. Mais sinon, non. J'ai toujours une certaine distance avec ma famille. Je comprends. Si tu étais un animal, quel serait-il? Alors, si j'étais un animal, je serais un aigle. Parce que l'aigle, il a une vision perçante, il est rapide, il est agile, il arrive à voir les choses de haut, il est stable. Et pour moi, c'est plein de qualités que j'adore. Le fait d'avoir une vision perçante, le fait d'être rapide, le fait d'être précis, le fait de prendre de la hauteur. Après, c'est vrai que l'aigle, il a aussi des inconvénients, c'est qu'il peut être fragile, il peut être vulnérable s'il est au sol. Et c'est aussi une de mes forces, ça veut dire que moi, je ne suis pas quelqu'un d'action où je vais tout le temps travailler derrière un écran, produire comme certains entrepreneurs. Moi, ma force, elle n'est pas dans l'action pure, dans l'exécution. Elle est dans le fait d'observer mon environnement et d'aller vraiment là où je peux faire vraiment la différence. De cibler mes actions de façon stratégique, laser, et d'y aller, d'être précis et de foncer à toute vitesse dans ces choses stratégiques pour les changer. Et c'est ce qui fait... c'est comme ça que je me sers de... C'est comme ça que j'évolue dans l'entrepreneuriat. J'utilise mes forces. Si j'essayais d'être un taureau dans l'entrepreneuriat, je m'épuiserais, je finirais en burn-out. Mais là, comme j'agis un peu en aigle, j'agis un petit peu avec mes forces. Ah, j'adore. Puis tu sais que
Récemment, en plus, je disais que moi-même, je me voyais là maintenant comme un aigle parce que je prends de la hauteur. Je comprends tellement ce que tu dis. Et est-ce que tu vis avec un animal de compagnie? J'ai pas d'animaux de compagnie. J'ai toujours rêvé d'avoir un chat, mais je veux pas en avoir pour plein de différentes raisons. J'ai pas. Je préfère avoir un chat en liberté que de l'avoir chez moi. Je sais pas, c'est peut-être un blocage que j'ai, mais j'ai pas envie de m'approprier un animal. Je préfère les voir dans la nature et j'adore les animaux, plus particulièrement les chats et tout ce qui est félin. Mais je me verrai pas, en tout cas, pour l'instant, je me vois pas avoir un animal de compagnie. C'est trop de responsabilités. Je préfère les voir dans la rue ou chez d'autres personnes, en profiter et pas m'approprier un animal pour le moment. Merci beaucoup pour cette réponse, Mehdi. Est-ce que d'une manière générale, tu fais attention à ton alimentation? Et si oui, est-ce que tu suis un régime particulier? Alors oui, c'est une très bonne question sur l'alimentation. J'en ai parlé un petit peu avant. Alors oui, je fais attention à mon alimentation, sans non plus être trop rigide, hein, je me fais aussi plaisir. Mais j'ai une sorte de régime particulier depuis plusieurs années. Une des habitudes qui m'a le plus aidé dans ma vie, je dirais, c'est le jeûne intermittent que je fais. Le matin, je prends simplement un café avec un grand verre d'eau et je m'hydrate au cours de la journée, mais je mange pas jusqu'à ce que j'ai terminé ma journée de travail. Donc aux alentours de entre 17 et 20h30, parfois 21h. Et c'est là que je mange bien. Je fais un deuxième repas un peu plus tard le soir, vers 22h. Moi, c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je me sens productif, c'est comme ça que j'arrive à avoir les idées claires, c'est comme ça que j'arrive à être concentré, à faire du bien à mon corps. Et c'est ce qui m'aide le plus. Donc c'est ce type de régime-là que j'adopte. Et j'essaie le plus possible de manger des produits non transformés, de réduire au maximum tout ce qui est sucre. Mais je me fais aussi plaisir, je pense que c'est important de se faire plaisir dans son alimentation. Autrement, on finit frustré. Et il faut savoir qu'on se nourrit aussi des émotions. Et les émotions, elles peuvent être tout aussi toxiques que de l'alimentation. Donc je pense que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de personnel. On doit trouver sa façon de faire. Pour plein de personnes, les jeunes, ça n'irait pas. Pour plein de personnes, le fait d'être vegan et manger que des légumes et des pois chiches, ça leur convient pas. Je pense qu'on doit vraiment trouver sa façon de s'alimenter et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé. Bon, alors je pense que j'ai la réponse de ma prochaine question, mais tant pis, je la pose quand même. Qu'est-ce que tu as déjeuné ce matin? Du coup, ce que j'ai déjeuné ce matin, j'ai pas déjeuné. J'ai pris un café, un verre d'eau et c'est tout. Et parfois, je vais manger. Parfois, je fais pas ce jeûne-là. Parfois, quand je suis en déplacement, en vacances, quand j'ai envie de me faire plaisir ou le week-end, l'idée, c'est pas de me restreindre à une discipline et de me frustrer. Non, l'idée, c'est d'être plus libre, plus léger, plus dynamique. Donc, si un jour, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Mais si je le fais, c'est que j'en tire des bénéfices. Que voudrais-tu dire à toutes les personnes qui nous écoutent là et qui ont peur de passer à l'action pour changer de vie et réaliser leurs rêves? Alors, ce que j'aimerais dire aux personnes qui ont peur de passer à l'action pour changer de vie et réaliser leurs rêves, si tu passes pas à l'action depuis des années et que tu dis j'aimerais bien faire ça mais que tu n'as encore rien fait depuis plusieurs mois ou plusieurs années, j'ai envie de te dire que peut-être cette chose-là que tu te dis qui est importante pour toi l'est pas vraiment en fait, parce que si elle l'était vraiment, tu serais passé à l'action tout simplement. Donc moi, mon but, c'est pas de te motiver, de te dire vas-y, fais-le tout de suite, maintenant. Moi, c'est pas comme ça que je coach, c'est de re-questionner pourquoi tu as envie de faire ça, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi ne pas faire ça en fait, pourquoi ne pas faire autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, t'es salarié, tu veux devenir entrepreneur et depuis plusieurs années, tu dis ce serait bien si j'étais entrepreneur, mais non. Si t'as rien fait pour, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour toi. Peut-être que le salariat, c'est très bien. Ensuite, ce que je te conseillerais, si c'est vraiment important pour toi, c'est d'explorer tes peurs et d'aller vers tes peurs, en fait. La peur,
elle vient avec le désir. Tu n'aurais pas eu cette peur s'il n'y a pas un fort désir d'accomplir cette chose. Donc peut-être d'avancer par paliers vers cette peur-là, de façon digeste, ça peut être une première étape pour toi. Est-ce que tout le monde peut travailler avec toi? Pour le dire plus simplement, tu accompagnes qui à faire quoi? Alors, est-ce que tout le monde peut travailler avec moi? Alors non, clairement pas. Les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'ont jamais eu de clients de coaching ou qui n'ont jamais accompagné, clairement, je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que moi là-dessus. Donc aujourd'hui, je privilégie des gens qui ont déjà coaché, déjà accompagné, au minimum 3 personnes qui veulent développer leur activité de coaching. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont plus avancés, des entrepreneurs qui font déjà 6 chiffres par an, voire 7 chiffres. Et je les aide à développer leur activité d'une façon qui les inspire, d'une façon qui soit alignée à qui ils sont. Et voilà, grosso modo, pour faire simple, c'est ça que je fais. Et moi, un de mes kiffs, c'est de réaligner leur business à qui ils sont, à leur point de pouvoir, à leur point de singularité, pour que leur business soit en fait au service de leur vie, et non l'inverse, pour plus que eux soient au service de leur business, mais que leur business puisse être une plateforme pour eux, pour s'amuser, pour grandir et pour contribuer au monde. C'est quoi le prochain programme à ne pas manquer avec toi? Le prochain programme à ne pas manquer avec moi, je pense que ce serait Quantum Frequency. C'est un programme sur le message marketing, comment calibrer, affiner ton message pour qu'il puisse attirer à toi des clients de rêve. Et dans mes projets, c'est de mettre ce programme-là en avant, de travailler encore plus sur ce programme-là pour en faire la référence sur le marketing d'attraction. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs qui ont profité de ce programme, qui ont eu des résultats. Des entrepreneurs qui ont pu dépasser la barre des 15 000 euros par mois, des entrepreneurs qui sont passés de 2 000 à 10 000 euros par mois, d'autres qui sont passés de 8 000 à 35 000 euros par mois grâce à ce programme-là. Et aujourd'hui, c'est un programme que j'ai envie de mettre plus en avant parce que c'est ma spécialité, le marketing d'attraction. Et ce programme-là, c'est une très bonne entrée en la matière dans mon monde, avec d'autres programmes aussi comme Argent Quantique, Attract by Design et plein d'autres. Mais je dirais que Quantum Frequency, c'est un super programme pour les personnes qui veulent attirer des clients à eux, des clients prêts à rejoindre leur accompagnement, sans avoir besoin de prospecter, de s'épuiser dans la chasse aux prospects, dans la chasse aux clients. Et sinon, pour choisir un programme chez moi, c'est simple. Il y a juste à lire mes posts, voir mes stories et de choisir une offre qui résonne avec toi. Moi, je ne suis pas en mesure de dire à la personne, tu dois prendre ça. Prends ce qui résonne avec toi, ce que tu sens juste et bon, et tu as toutes les réponses en toi pour prendre la bonne décision. Bon, alors tu as un petit peu répondu à ma prochaine question, mais c'est ok, je vais la poser quand même. Quand et comment te rejoindre? Alors, comment et comme rejoindre? Déjà en étant connecté à moi au travers de Facebook, donc Mehdi Baher. Il y a juste à m'ajouter pour être tenu au courant de mes offres. Tu pourras même t'inscrire à ma mailing list pour recevoir des formations offertes. Et tu pourras t'immerger dans mon monde. À partir de là, tu pourras aller explorer ma chaîne YouTube qui regorge de plein de trainings offerts. Tu pourras lire mes posts et scroller pendant des mois, voire des années pour apprendre énormément de choses gratuitement grâce à mes posts. Et quand tu sentiras que tu as envie de rejoindre un de mes programmes, tu pourras. Il y a les appels à l'action qu'il faut dans mes posts et tu es aussi libre de me contacter en message privé pour en savoir plus. Merci infiniment Mehdi, je suis tellement heureuse, tellement honorée, tellement en joie d'avoir pu t'accueillir dans cette interview en version grandiose. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris de ton temps pour participer à cette belle aventure et vraiment je suis honorée parce que pour moi tu es un de ces coachs de haut vol sur qui j'aime apprendre exemple et je te trouve extrêmement inspirant. Donc merci infiniment pour ta gentillesse, ta bienveillance, ton temps, ton authenticité.
Un énorme merci Nadège pour tes questions pertinentes. J'ai tout fait pour y répondre spontanément, avec le cœur, avec sincérité, avec authenticité. Et je te remercie pour ton travail formidable que tu fais et pour cette invitation que tu m'as faite. Je te souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci à vous.